Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la route Kananga-Kalambambouji affiche des avancées majeures. 50 km de route est déjà revêtue. 180 km en terre entretenue et praticable jusqu'à la frontière de l'Angola. À l'approche de la saison de pluie, l'enjeu est désormais de préserver cet axe stratégique, trait d'union entre le Kasaï central et l'Angola. Et puis, procès en flagrance à Kinshasa de la nation. Oui, je le veux pour le changement de la Constitution. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. La jeunesse de la République démocratique du Congo est déterminée à accompagner les réformes institutionnelles envisagées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le message qu'elle a voulu transmettre à travers la grande mobilisation en marge de la célébration de la journée de la jeunesse. La ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a remis au chef de l'État le mimo de la jeunesse. La jeunesse congolaise désire et veut la même chose. Nous voulons une représentation au sein des institutions publiques, une représentation dans le secteur privé. Nous voulons plus d'opportunités, plus d'avantages. Et c'est pour ça que le 12 août 2026, Journée internationale de la jeunesse a eu à marcher et à revendiquer ses droits. Et la jeunesse a demandé une constitution qui lui ressemble davantage. Une constitution qui répond aux besoins de sa jeunesse. Une constitution qui va en faveur du peuple et non de certains individus. Parce que comme nous l'avons dit hier, le Congo n'est pas un gâteau. Et la jeunesse désire sa place. Aujourd'hui, en remettant ce cahier des charges au président de la République, nous affirmons déjà notre soutien au chef de l'État. Mais aussi, c'est un acte qui nous prouve que nous faisons confiance au président et nous croyons que les situations auxquelles les jeunes font face peuvent véritablement être résolues et que la jeunesse se retrouvera dans son propre pays. Cette demande de la jeunesse va certainement trouver un écho favorable du chef de l'État, lui qui a toujours placé la jeunesse au centre de son action. Et puis ce communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'à la suite de la requête du président de la République, la Cour constitutionnelle a, par son arrêt du 28 juillet 2026, déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum sur certaines réserves de suppression, de substitution et de réécriture de certaines de ces dispositions, considérant l'importance particulière de la loi subventionnée dans la vie démocratique de notre pays et au regard de la nécessité de disposer d'un texte législatif offrant toutes les garanties de clarté, de cohérence, d'intelligibilité et de sécurité juridique dans l'exercice du pouvoir souverain du peuple. Le président de la République a saisi par sa lettre du 10 août 2026 les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat afin de solliciter conformément à l'article 137 de la Constitution une nouvelle délibération. À cet effet, le bureau de l'Assemblée nationale s'engage à inscrire cette nouvelle délibération au calendrier des travaux de la session de septembre 2026 afin d'intégrer les clauses interprétatives de la Haute Cour. C'est un communiqué signé Jacques Njoli. Le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a eu des échanges avec une délégation de la société civile conduite par son président, venu plaider pour une prise en charge par le gouvernement des victimes de l'épuration ethnique du Katanga dans les années 92 et 93, qui jusqu'à ce jour continuent de vivre dans les camps des déplacés au Kasaï. Suivez ce reportage sur les images de Robert Kalimba. Plus de 30 ans après les violences ayant marqué l'histoire du Katanga, en 1992 et 1993, la question du sort des victimes reste d'actualité. À l'époque, des milliers de Kasaïens avaient été contraints de quitter la province du Katanga dans un contexte de tensions politiques et communautaires. Des familles ont perdu leurs biens, leurs maisons et leurs moyens de subsistance. C'est pour porter leur voix auprès des institutions que la société civile de la province du Katanga, dénommée Plus Jamais Ça, a été reçue par le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala. Au cours de cette audience, ils ont présenté leurs préoccupations et plaidé en faveur d'une meilleure prise en compte des victimes de ces événements. Nous sommes heureux des promesses qu'il nous a faites dans le sens de nous accompagner dans le plaidoyer que nous sommes en train de mener, justement pour que la justice soit faite. Parce que la réparation, c'est même ça, la toile de fond de la justice dont nous avons grandement besoin. Nous ne sommes pas en train de remuer la poubelle de l'histoire. Bien au contraire, nous voulons que les préjudices
qui nous ont été causées justement par cette tragédie de l'épuration ethnique du Katanga soient réparées dans la mesure du possible. Juste après, le Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique ont été reçus également par le premier vice-président du Sénat en prélude du sommet qui sera organisé incessamment à Kinshasa. Nous avons échangé sur la quintessence de cette grandiose activité qui va réunir la jeunesse de 54 pays africains, dont d'autres jeunes de différents pays comme États-Unis, Canada. Ils seront ici à Kinshasa pour parler sur le développement de l'Afrique. Pour sa part, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, a promis de s'impliquer personnellement. Je l'ai dit tantôt, 11 personnes comparaissent en flagrance depuis le 12 août devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili. Les prévenus sont poursuivis pour des actes de violence contre les agents du service national et de la taxe force présidentielle commis à l'assainissement de la ville de Kinshasa lors des troubles survenus à Massina et aux abords du pont Matete. Cédric Kenina, Oscar Mbalkaïj et Tony Djouma. 7 présumés délinquants urbains, des charges particulièrement lourdes et une justice qui resserre les taux. Accusés notamment de terrorisme, de troubles à l'ordre public et des coups et blessures sur le personnel du service national ayant entraîné mort d'hommes, ils ont vu leur dénégation confrontée aux éléments du ministère public. Tout procès pénal a un caractère pédagogique. Le service national, ses œuvres ne sont plus à prouver et à démontrer. Cependant, il y a d'autres Congolais, je ne sais pas animés par quel esprit, motivés par quoi, se mettent à chaque occasion qu'il y a une descente des opérations de bâtisseurs, soit on les moleste, on les tabasse, on les blesse, on les cogne par des voitures et tout autre acte et des comportements d'incivisme. La défense tente quelques manœuvres procédurales, mais le tribunal se déclare compétent et renvoie l'affaire. Bref, la machine judiciaire est lancée et difficile désormais d'en freiner les rouages. Il y a un cas de mort. Le cas de mort n'est pas dit de ce vandalisme, mais un autre incivique au volant. Un autre incivique au volant qui a réussi à les tamponner et celui-ci a rendu l'âme sur place. Là, c'est Junior Luboya. C'est Junior Luboya que le corps est encore à la morgue, contrairement à ceux qui sont là vivants. Mais ce qui nous éclaire dans ce dossier, la partie qui concerne Junior Luboya, l'opinion dit que c'est une dame qui était au volant et son chauffeur. Tous étaient en cours pendant la police militaire au camp Kokolo. Il nous semble qu'une réquisition d'informations était venue de l'auditorat d'Engaliema. On a extrait la dame et le chauffeur, on l'a libéré. Cette offensive judiciaire accompagne l'opération d'assainissement et de sécurisation de Kinshasa, impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous la conduite de la task force dirigée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik. Et au parti présidentiel, après l'arrestation d'un groupe de jeunes accusés de racketter des paisibles citoyens au nom des forces du progrès, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, rejette tout amalgame et appelle les services de sécurité à poursuivre tous les imposteurs qui utilisent cette appellation pour troubler l'ordre public. Alain Bikaï. À Bandal, un groupe de jeunes est tombé dans les filets de la police nationale en flagrant délit des rançonnements des paisibles citoyens au nom de la force du progrès de l'UDPS, alors qu'ils n'en seraient pas membres. À l'Université pédagogique nationale, un autre groupe, visiblement manipulé, s'est illustré dans les troubles brûlants des pneus pour réclamer la nomination des membres de l'UDPS au comité de gestion. Des agissements dénoncés par Augustin Kabouya lors d'une causerie morale avec la base. Le secrétaire général appelle les services de sécurité à traquer et arrêter tous ceux qui utilisent abusivement les noms de la force du progrès pour semer les désordres et ternir l'image du parti présidentiel. Le numéro 1 de l'UDPS fustige également les silences de certains acteurs des droits de l'homme qui, selon lui, ont tenté de faire passer dans l'opinion ces inciviques
comme une milice du parti présidentiel. Il rappelle que l'UDPS a plutôt recruté des jeunes gens et les a mis à la disposition des FARDC pour leur intégration dans l'armée. Un autre temps fort de cette manifestation, c'était la réunification du comité fédéral de l'UDPS Kananga. Certains dissidents ont été intégrés dans une démarche de réconciliation. Une sévère mise en garde est adressée aux réfractaires à cette dynamique d'unité. Au Kasaï central, la modernisation de l'axe Mutamba-Mbula-Mbulu évolue à pas de géant, avec 50 km désormais revêtus, dont 26 km asphaltés et 24 km en monocouche. En visite d'inspection sur le chantier, le gouverneur de province a salué les progrès réalisés sur cet axe qui relie la RDC et l'Angola. Suivez ce reportage sur les images de Robert Kalemba. Au départ de Matamba jusqu'à Mbula-Mbula, on roule désormais sur une route revêtue. Ces 50 premiers kilomètres comprennent 26 km asphaltés complètement et 24 km revêtus d'une monocouche. N'eût été le blocage durant 7 mois du stock de bitume du projet à la douane de Matadi, le résultat serait encore bien meilleur. Mercredi 12 août 2026, après le début de la nouvelle saison des pluies, Joseph Kambulu Konko, gouverneur de la province du Kasaï central, a été convié par des missions de surveillance et de contrôle à une visite sur l'avancement des travaux, surtout sur les sections de 180 km encore en terre, mais entretenues et praticables jusqu'à la frontière avec l'Angola. Sur la section en cours de modernisation, outre la mise en œuvre des diverses couches, les travaux d'assainissement qui garantiront la survie de l'ensemble sont également exécutés. Au pont Lueta, le gouverneur a pu constater les améliorations réalisées sur le tablier et le renforcement des assises qui permettent à nouveau le passage des camions sans déchargement de la marchandise. Sur la suite du parcours, la délégation a constaté que l'axe, même encore en terre, reste praticable. Le gouverneur de province, qui salue ces efforts, insiste sur la praticabilité de l'axe en tout temps. L'idéal pour nous, c'est de maintenir de manière permanente le trafic sur ce tronçon. Et pour cela, nous avions demandé aux entreprises qui font les travaux sur cette route de nous maintenir la praticabilité. Financé par le programme sino-congolais, exécuté par Sino-Hydro 1 et Sino-Hydro 14, sous l'encadrement de la CGT, ces travaux sont prévus pour être livrés fin 2027, début 2028. Je l'ai dit au sommaire, une vive tension a été observée hier jeudi au ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les agents réunis au sein du syndicat interprofessionnel pour la réforme de l'administration ont manifesté pour réclamer l'application de la grille barémique à 100%, un droit qu'ils affirment avoir été acté depuis 2020. Face aux revendications, John Bazalunda a désamorcé la crise en prenant une action immédiate. Un reportage de Dada Chabani. Les agents et cadres de l'administration du ministère des Infrastructures et Travaux publics ont envahi les sièges du ministère, question de revendiquer l'amélioration de leurs conditions salariales. Pour s'enquérir de la situation, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bazalunda, a reçu les syndicalistes de ce ministère. Il les a rassurés de s'impliquer pour améliorer leurs conditions de travail. À l'issue de la séance de travail, un syndicaliste s'est exprimé. Je vous confirme bel et bien que nous avons trouvé une oreille attentive de la part de son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Malgré la colère des agents, je vous confirme que le ministre s'est totalement impliqué et d'ici là, nous aurons les retombées de cette implication. Je voudrais encore réitérer nos remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre, qui s'est vraiment dépassé dans sa peau de papa, où il a, malgré tout ce qui s'est passé, et il a répondu favorablement aux agents, nous leur disons qu'il n'y a plus le temps de pleurer. Le ministre a répondu parfaitement aux attentes et nous pensons que la continuité au niveau du cabinet de la vice-primature, un budget, nous serait favorable. Comment accélérer le financement des infrastructures en Afrique et réduire la dépense du continent aux capitaux extérieurs? La question était au cœur de l'Infrafor Africa Forum, organisé en Tanzanie par Africa 50. Plus de 500 décideurs, investisseurs et acteurs du développement y ont pris part. Christian Sumbula pour ce reportage. Lors de ce forum africain pour les infrastructures organisé à Dar es Salaam, Bodom Matungulu, président du think tank RDC Stratégie, a plaidé pour une nouvelle architecture africaine du financement des infrastructures. Routes,
Chemin de fer, port, énergie, infrastructures numériques, les besoins du continent restent considérables. L'Afrique doit investir massivement pour accompagner sa croissance démographique, son urbanisation et son industrialisation. Pour Bodom Matungulu, ingénieur civil, stratège et prospectiviste, le problème ne se résume pourtant pas au manque d'argent. Le véritable défi de l'Afrique, ce n'est pas le manque de capitaux, mais plutôt le manque aujourd'hui d'une architecture stratégique du financement. Parce que on s'est toujours posé la mauvaise question. Où trouver l'argent? Alors que l'Afrique dispose des ressources. Une stratégie qui passe notamment par une plus forte mobilisation de l'épargne africaine. L'objectif, orienter davantage ces ressources vers les investissements de long terme et utiliser les capitaux internationaux comme levier complémentaire. La vision précède toujours le financement. La tendance aujourd'hui, c'est d'abord d'aller chercher un bailleur de fonds sans pour autant construire en fait un projet national, une vision à long terme de nos infrastructures qui permettent à ce que nous puissions mieux les développer. Les grandes puissances ont commencé d'abord par mettre en place, par bâtir une vision à long terme avant de pouvoir rechercher les financements. Pour le président de think tank RDC Stratégie, la question financière ne vient qu'après une autre priorité, avoir une vision. À Dar es Salaam, le message porté par Bodom Matungulu est celui d'un changement de paradigme. Pour combler son déficit d'infrastructures, l'Afrique doit non seulement mobiliser davantage des capitaux, mais surtout construire sa propre capacité à financer son avenir. Et puis la RDC s'apprête à lancer une campagne permanente de solidarité nationale destinée à renforcer l'entraide entre les Congolais et à soutenir les populations les plus vulnérables. L'annonce a été faite au cours du briefing de presse co-animé par la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, F. Bazaïba, et son collègue des médias, Patrick Mouyaya. On fait le point avec Jacques Kawawa. La République démocratique du Congo s'apprête à lancer une campagne permanente de solidarité nationale destinée à renforcer l'entraide entre les Congolais et à soutenir les populations les plus vulnérables. L'annonce a été faite lors des briefings presse qui avait pour thème « Lancement de la campagne permanente de solidarité nationale en RDC ». La rencontre a été co-animée par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katiemboué, et la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. F. Bazaïba Massoudi a confirmé que le lancement officiel de cette campagne interviendra le 25 août prochain et sera effectué par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En date du 25 août, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, va procéder lui-même en tant que premier citoyen de la République de lancer la campagne de solidarité nationale. Solidarité nationale avec comme objectif à atteindre, redynamiser, susciter à nouveau l'esprit, la culture d'entraide entre les Congolais. Les gouvernements congolais haussent les tons face à la multiplication des propos injurieux et des attaques visant les autorités publiques sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katiemboué, a adressé une mise en garde aux Congolais qui, derrière leurs écrans, profèrent des insultes ou tiennent des propos susceptibles de tomber sous les coups de la loi. Biso awa, na président Félix Antoine Tshisekedi to sala choix ya démocratie. Soki tolobi ke lelo tokanga TikTok. Toko pénaliser ba oyo basalelaka TikTok na ndenga mayele. Lelo soki moko na moko na babiso ndenge tosalelaka biloko wana. Tomi pesi limite te eza na ba risque ebele. Cette mise en garde intervient dans un contexte où les autorités congolaises accordent une attention croissante au contenu publié sur les réseaux sociaux, devenu un important canal d'information et de mobilisation de l'opinion publique. La RTNC amorce sa modernisation. Une délégation de la société civile conduite par Christopher Ngoy Mutamba a découvert les nouveaux équipements et infrastructures rénovées de la chaîne publique, saluant une transformation portée par les autorités et la direction générale. Patricia Ungo et Siande Maka.
La RTNC change de cap et de dimensions. Équipements modernes, studios modernisés, infrastructures en pleine rénovation. Le média public congolais amorce un nouveau virage. Cette mutation a été constatée par une délégation de la société civile conduite par son coordonnateur général Christophe Ngoï Mutamba, accompagné notamment de Jonas Tchombela. De la radio à la télévision, en passant par les salles de rédaction et des différents studios, la délégation a parcouru les installations de la RTNC et découvert les équipements récemment acquis. Une immersion qui a permis aux visiteurs de mesurer les efforts engagés sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement pour moderniser la première chaîne de la télévision en Afrique. La dite délégation a également salué les qualités managériales de la direction générale. N'est-ce pas la presse qui donne à la population, au souverain primaire, la réalité sur la manière dont il est géré? Et quoi de plus normal que la première chaîne, la première institution communicationnelle qui est la RTNC puisse se mettre en devoir d'être à la hauteur de cette mission. Nous sommes très satisfaits. Félicitations au président de la République, à Madame la Première ministre, au ministre Mouyaya, et pour terminer, à celle qui est au four et au moulin, Madame DG, la RTNC, et pourquoi pas tous les membres, les cadres, les techniciens, les journalistes qui font des sacrifices énormes. Nous avons été impressionnés de la qualité du travail, de la rénovation du matériel qui arrive. Donc la société civile devra trouver la place parce qu'elle contribue en termes de ressources additives à l'effort national dans la recherche de la paix, de la sécurité. Donc nous appelons toute la population de ne pas penser la RTNC que nous voyons du dehors, mais de l'intérieur. C'est un grand bijou que nous devons protéger, qui va promouvoir l'information de façon professionnelle et de bonne qualité. Au terme de la visite, les responsables de la société civile n'ont pas caché leur satisfaction, saluant une métamorphose qui redessine progressivement le visage de la RTNC. Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, le général de corps d'armée Abdel Fattah, a reçu les lettres de créance de Théo Mabenga Kaleno, nouvel ambassadeur extraordinaire de la RDC au Soudan. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. Robert Ndaye. Jeudi 13 août 2026, il est 11h. Le cortège du président du Conseil des souverainetés de transition du Soudan, le général des corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan, arrive au palais républicain pour l'accréditation et présentation des lettres de créance de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Soudan, Wabenga Kalebo Théo. Dans la cour du palais, l'hymne de la République démocratique du Congo retentit. Passage des troupes en revue, Théo Abenga, diplomate de carrière et haut fonctionnaire de la République démocratique du Congo, dépasse sur, traverse le palais républicain pour le dépôt des lettres de créance. Une cérémonie qui consacre la prise de fonction du nouvel ambassadeur au Soudan. Il a transmis les salutations fraternelles et le vœu de paix, de prospérité et de développement du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'endroit du peuple soudanais. Dans les livres d'or, Théo Abenga réaffirme la volonté commune des deux États de consolider davantage les relations d'amitié, de coopération et de fraternité. C'est un homme d'expérience et de confiance que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nomme au Soudan. Dans les zones les plus enclavées, le paiement des agents publics se rapproche enfin du terrain. Un protocole d'accord signé entre la Caisse générale d'épargne du Congo et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ouvre la voie à une réponse concrète à ce défi. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma.
Afin d'assurer la paix de proximité des agents et fonctionnaires de l'État dans les zones rurales non bancarisées, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et la Caisse générale d'épargne du Congo Cadeco en sigle ont procédé à la signature d'un protocole d'accord visant à résoudre les retards récurrents de paiement dans les milieux enclavés. L'objectif poursuivi est de s'appuyer sur l'implantation historique de la Cadeco à travers le pays pour sécuriser et régulariser les revenus des fonctionnaires du Congo profond. On a un réseau dense et bien implanté. Il fallait une redynamisation, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Avec la paie des fonctionnaires, on sera à mesure de pouvoir l'assurer parce que nous mobilisons les fonds du Trésor à travers tout le pays. Parce que nous sommes partenaires de la DGI, de la DGRAD, de la DGDA, donc nous mobilisons pour leur compte des fonds du Trésor à travers tout le coin et recoin du pays. Donc à ce titre, nous serons certainement à mesure de pouvoir assurer la paie des fonctionnaires qui nous seront confiés. Cette collaboration marque la volonté du gouvernement de consolider l'équité sociale en reconnectant ces zones isolées aux services financiers essentiels. Nous sommes très heureux parce que avec ce système tel que nous l'avons connu, redynamisé, et tel que le DG nous a rassuré que les personnes ont été formées, il y a eu également le renforcement du point de vue matériel pour que la paix se passe mieux. Nous ne pouvons nous qu'applaudir ça. Nous disons nous sommes d'accord. Avec la signature de ce protocole d'accord, le gouvernement garantit aux fonctionnaires des zones enclavées une rémunération effective directement sur les lieux d'affectation et sans aucune discrimination géographique. Sachez également que le gouvernement de la République a validé le livrable sur le marché de la concurrence. Pour ce faire, un atelier de 4 jours a réuni les acteurs publics et privés pour examiner et valider les principaux livrables de la feuille de route gouvernementale du programme Business Ready dans son volet marché et concurrence. Rodi Panda. Durant 4 jours, les différentes parties prenantes vont examiner et valider des projets, des textes ainsi que le document d'orientation générale élaboré dans le cadre de ce programme soutenu par la Banque mondiale. Pour le ministère de l'économie nationale, cette rencontre constitue une étape importante dans les processus d'amélioration de l'environnement des affaires en RDC. Les directeurs d'études et de planification du ministère, aussi point focal de la Banque mondiale, Mutambutu, souligne l'importance de l'implication de l'ensemble des acteurs concernés. La Banque mondiale a donné un score qui n'était pas acceptable par la hiérarchie du pays. Au terme de cette évaluation, on a assigné à chaque ministre sectoriel des réformes urgentes à mettre en œuvre au plus tard le mois de septembre. À l'issue de ces travaux consacrés à la feuille de route gouvernementale du programme Business Be Ready, dans son volet marché et concurrence, travaux organisés par la commission de la concurrence Comico sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, des observations et recommandations sont attendues. Un procès verbal de validation a également été signé entre différentes parties, notamment la NAPI, CCA, la Comico, les administrations publiques concernées, la FEC, ainsi que les associations de consommateurs. À travers cette démarche participative, le gouvernement entend renforcer les cadres réglementaires, promouvoir une concurrence saine et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. À l'occasion de la 3e journée de l'atelier de redevabilité des projets et programmes du secteur agricole, le ministre d'État Moïse Nzangi appelle à une meilleure conception et coordination des projets avec une exigence de résultats concrets justement à la hauteur des moyens engagés à l'approche de la campagne agricole de septembre 2026. Reportage. Au 3e jour, ce jeudi 13 août, de l'atelier de redevabilité des projets et programmes du secteur agricole, le ministre d'État Moïse Nzangi Butondo a poursuivi les échanges autour de comment améliorer la qualité des projets agricoles, en posant également une exigence claire selon laquelle les projets agricoles doivent produire des résultats visibles à la hauteur des moyens engagés. Pour lui, le ministère doit définir ses priorités et les projets doivent être conçus pour répondre aux besoins réels de l'agriculture. Nous avons beaucoup d'argent dans les projets, mais par des faiblesses de rédaction du projet et par l'approche. Par exemple, ici, on peut se dire, nous avons un déficit du maïs. Est-ce que PNDA peut venir ici pour nous aider à régler les problèmes du maïs? Voici les plaques que nous avons. Des grandes entreprises dans telle province, des petits producteurs dans telle province, ils viennent seulement pour régler les problèmes du maïs. Avec Moïse Nzangi,
Le cap est mis sur les projets mieux conçus, mieux coordonnés et davantage orientés vers l'impact. À l'approche de la campagne agricole septembre 2026, le défi est désormais de transformer, de tirer les leçons des projets passés, capitaliser sur les réussites comme sur les échecs et renforcer la responsabilité de l'administration dans la conception et le suivi des projets. Les chefs des rues et des quartiers de la ville-province de Kinshasa sont mobilisés pour relayer à la base toutes les informations possibles quant à la tenue du dialogue national et du référendum en RDC. Le Front pour la 4e République les a réunis ce vendredi dans la commune de Makala. Lucie Lavichi-Senda et Patrick Kachala. Le Front pour la 4e République bat le rappel des troupes. Dans la municipalité de Makala, le Front pour la 4e République a mobilisé les coordonnateurs des chefs de rue des 24 communes de Kinshasa autour d'un mot d'ordre: faire du peuple l'arbitre de la réforme institutionnelle. Pour ces animateurs, notamment Jean Saka, la 3e République aurait atteint ses limites. Le porte-parole Rossi Kiwa exige que le référendum précède tout dialogue politique. Cette rencontre visait beaucoup plus la sensibilisation au niveau des rues, raison pour laquelle ici réunis, nous avons les coordinations des chefs de rue au niveau de la province-ville de Kinshasa, des districts de Kinshasa, des communes et des quartiers. En prélude de la grande tournée que le Front pour la 4e République va bientôt organiser au niveau des districts pour enfin couronner cette tournée au stade, dans le cadre de la sensibilisation pour les référendums. De son côté, l'économiste Godem Poi et président du comité des sages de cette dynamique défend les retombées économiques attendues du changement constitutionnel. Nous sommes en train de travailler sur le changement de la Constitution pour des raisons économiques. Et ces changements vont profiter plus à la population qu'aux politiciens. C'est pourquoi certains politiciens s'y opposent. Nous sommes convaincus que les chefs de rue sont capables de bien véhiculer les messages. Chacun sur sa rue, il peut expliquer les bien-fondés de notre démarche. Au sortir de cette rencontre, les chefs des rues promettent de porter le message de la 4e République jusque dans les quartiers et les parcelles du pays. La société civile congolaise se mobilise à l'approche de la célébration de ses 35 ans d'existence. Ces différentes plateformes ont réaffirmé leur engagement face aux enjeux de l'heure avec une position clairement favorable à la tenue d'un dialogue national. Béatrice Chako. De la résistance à l'engagement citoyen, la société civile congolaise revendique une histoire qui puise ses racines dans les grandes luttes ayant marqué la marche du pays. De Simon Kimbangu à Kimpavita, en passant par les mouvements citoyens et la lutte pour l'indépendance, l'engagement des forces sociales s'est progressivement structuré. C'est en 1991 que la société civile congolaise s'organise formellement, donnant naissance à une dynamique qui, 35 ans après, continue de se positionner comme force de proposition et de veille citoyenne. À la veille de cette commémoration prévue le mardi 18 août 2026 au centre d'accueil Kimbangis de Kinshasa, les différentes plateformes des jeunes, femmes, personnes vivant avec handicap, sociétés savantes et autres associations, entrepreneurs, professionnels, avec des confessions religieuses, se sont retrouvés pour réfléchir sur les enjeux de l'heure. En ce qui concerne la question d'actualité dans notre pays RDC, relative au dialogue national, la composante société civile dit oui. À 35 ans de son existence formelle, la société civile congolaise veut ainsi transformer cette commémoration en un moment bilan, mais aussi des projections. Voilà, Oscar Mbalkaïch, bonsoir. Bonsoir. Je vous reçois sur ce plateau pour la lecture d'une ordonnance présidentielle. Commençons par l'ordonnance loi numéro 26/010 du 14 août 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 85, 129, 144, alinéa 5
et 145, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 15 août 2026 la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, le 14 août 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumina Tuluka, Première ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 août 2026, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/126 du 14 août 2026 portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, des ministres délégués, de ministres et de vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours prenant cours le 15 août 2026 l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle qu'est complétée à ce jour, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la Première ministre, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 14 août 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumina Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 août 2026, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà, merci Oscar Mbalkaïj. Vous avez compris que ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Bobo Anan Mokonzi, demain 7h Myrène Deke. Moi, je vous reviens demain 20h avec le même plaisir. Très belle soirée à tous. Au revoir.